C'est parce que les Ukrainiens sont de plus en plus efficaces qu'ils tapent dans la vie quotidienne des Russes sans atteindre des cibles civiles, ce qui est la grande différence avec ce que font les Russes. Le 2 juillet 2026, Alain Bauer, professeur émérite de criminologie et spécialiste reconnu des questions de sécurité, était l'invité de BFM TV pour analyser l'évolution de la guerre en Ukraine. Alors que la Russie poursuivait de nouvelles offensives sur plusieurs secteurs du front, les interrogations se multipliaient sur les véritables objectifs de Moscou, sur la capacité de résistance de l'Ukraine et sur les conséquences de ce conflit pour l'Europe et le reste du monde. Alain Bauer, derrière chaque attaque, il y a aussi un message. Quel est le message qu'a voulu faire passer, selon vous, Vladimir Poutine la nuit dernière? Je ne suis pas affaibli, je ne suis pas prêt à rendre les armes tout va bien, la vie est belle. Et d'ailleurs, je montre ma capacité à taper partout où ça fait mal, puisque je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire d'autre pour l'instant. Mais là, on est d'accord que ça a fait particulièrement mal sur Kiev. On parle de 50 000 personnes, donc 4 500 enfants réfugiés dans les stations de métro. C'est un chiffre jamais vu ces dernières années. Il y a une attaque massive, ce bilan, au moins 21 morts, 85 blessés. Le message, c'était aussi de marquer le coup quand même. Oui, mais c'est exactement ça. Vous savez, le système russe, tsariste, stalinien et de Novorossia, Sergueï connaît ça, c'est l'escalade pour la désescalade. Là, c'est l'escalade pour l'escalade, puisqu'il n'y a pas de désescalade. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une opportunité de trouver une solution offerte sur un plateau doré par le président Trump à Anchorage, où c'était vraiment la solution rêvée pour Vladimir Poutine, il ne perdait pas. Il ne gagnait pas plus que nécessaire. Le petit morceau de Donbass, qui est le cœur de la démonstration de sa victoire absolue, il ne l'obtenait pas, mais il le neutralisait, le gelait, le finlandisait. Bref, voilà, il pouvait partir avec une victoire. Donald Trump était ravi, il montrait qu'il était un faiseur de paix. Et au dernier moment, Vladimir Poutine, dans son hubris, son ego, tout ce qu'on analyse ici très bien avec Sergueï régulièrement, n'a pas été jusqu'au bout de ça. Je pense que le ministre Lavrov y est pour beaucoup. C'est mon avis personnel. Je suis d'accord. Parce que quand il est arrivé avec son URSS sur le t-shirt, c'était aussi un message qui était très direct et très personnel. Il y a eu cette opportunité et depuis, Donald Trump boude. Les Ukrainiens regagnent du terrain et attaquent partout où là-bas ça fait mal, mais sur des cibles, je dirais soit duales, soit militaires, mais très peu de cibles civiles ou quasiment pas à ma connaissance. Et les Russes, ils tapent sur les cibles civiles en pensant que ça affaiblit les Ukrainiens. Et en fait, je crois que dans sa longue lettre de juillet-août avant l'invasion de l'Ukraine, le président Poutine avait écrit que l'Ukraine et la Russie, c'était la même chose. Ils sont les mêmes. Et oui, ils sont les mêmes en résilience, en résistance, en détermination. En fait, il a trouvé un os parce qu'il se bat contre une culture qui est la même, une culture de résistance incroyable, mais surtout une innovation, une capacité à la décentralisation, à l'innovation. La plupart de ceux qui dirigent aujourd'hui la technologie militaire ukrainienne, c'est des artistes, des chanteurs, des poètes, des start-upers. Une reconversion générale. Vous nous direz dans un instant. Un tiers, n'oubliez pas qu'un tiers du système militaro-industriel soviétique était ukrainien. Il y a une histoire et une tradition des officiers de l'armée militaire. Et donc, c'est pas une nouveauté. Par contre, leur capacité à changer, alors que la Russie ne change pas, est une force impressionnante. Est une force remarquable. De là à les faire gagner, vous nous direz si cela est possible ou pas. Retournons sur le terrain où nous attend Alexander Kerry, qui est évidemment à Kiev pour BFM TV. Est-ce qu'on se prépare encore au pire ces prochaines heures, à une prochaine nuit d'horreur? Donnez-nous les dernières informations sur place, Alexander. Oui, alors aujourd'hui, ici sur les chaînes Telegram, notamment une rumeur circule selon laquelle une nouvelle attaque pourrait advenir dans les 48 à 72 heures prochaines. Ce serait un coup très très dur pour l'Ukraine après cette nuit dantesque ponctuée par le tonnerre constant des missiles et un bilan qui s'alourdit, notamment avec 22 morts, 86 blessés, 70 morts. La plupart des morts, et justement les opérations de secours continuent sur ce fameux immeuble qui se trouve à Darnitsa sur la rive gauche de Kiev, des opérations de secours qui, bien entendu, pourraient amener vers un bilan encore plus lourd. Aujourd'hui, Zelensky a besoin de patriotes et c'est sans doute ce qu'il va demander la semaine prochaine à Ankara. Sander, le porte-parole du Kremlin, disait un peu plus tôt, Alain Bauer, on va continuer à augmenter la pression. Ça pourrait être une nouvelle attaque avec la même intensité dans un délai si court sur Kiev à nouveau?
Alors en drone, les Russes en ont les moyens? En drone, sans aucun doute, puisque la fabrication de drones, qui sont des Shahid devenus des gérants de nouvelle génération, mais qui sont grosso modo la copie, et puis beaucoup d'équipements qui viennent de Corée du Nord. La production est immense, et elle est de plusieurs milliers de drones, donc c'est assez facile, mais 99% sont abattus désormais. 96, la nuit dernière. Pardon, voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui passe. Les équipements intermédiaires sont plutôt détruits effectivement par les patriotes, mais ce qui est passé quasiment à 100%, c'est le zircon. C'est les balistiques. Le balistique. Et là, le patriote et le balistique. Le patriote, il peut rien contre le balistique. Il n'y a que deux outils qui aujourd'hui peuvent abattre du balistique, peut-être. C'est le SM3 et le SM6 américain, qui sont là en expérimentation et qui a été mis en développement en avril seulement. Et d'ailleurs dans le Golfe, sur un des nouveaux bâtiments. Patriot marche très bien en Ukraine. En fait, les Ukrainiens sont arrivés à monter. Attention, ne soyons pas non plus trop techniques. Non, mais le zircon, c'est un missile balistique hyper véloce, très rapide, qui change de direction au moment où il arrive. Il a un côté extrêmement perturbant. Et en fait, mais il est très cher. Il est très cher. Il n'y en a pas beaucoup. Mais les Russes en ont probablement envoyé une moitié, d'après les experts. 4 cette nuit. Oui. Et il y en a une quarantaine en stock, paraît-il. C'est un outil qui a beaucoup perturbé les experts occidentaux et de l'OTAN en disant est-ce que ce truc va marcher, est-ce qu'il va pas marcher. Les premiers essais avaient été des échecs terribles. Là, ils en ont envoyé beaucoup et il se trouve que tous ceux qui ont été envoyés, des missiles balistiques, hyper véloces, très rapides, la quasi-totalité a passé parce que même les patriotes ne sont pas en mesure de les intercepter, disent les Américains. Par contre, ils ont intercepté les patriotes déjà de ce type-là, mais ils n'ont plus assez de patriotes. Voilà. Mais ils ont deux nouveaux types de missiles qui ont été créés sur le nouveau bâtiment qui s'appelle le Zumwalt, la nouvelle classe de bâtiments américains, qui sont faits pour le zircon et l'hyperbalistique. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas du tout. Voilà. Donc, dans son arsenal, la Russie a tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Et comment on gagne une guerre? Je ne pense pas qu'elle la gagnera avec ça. Non. La démonstration, c'est justement qu'elle est en train de perdre cette guerre et que pour la perdre le moins mal possible. Oui, mais on verra dans quel état est l'armée russe. Ça est un autre sujet. Il y a un autre. Oui, mais ce que je veux dire, si on se concentre d'abord sur l'arsenal russe, les missiles, les drones, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Les missiles ne gagnent pas les guerres tout seuls, pas plus qu'une campagne aérienne ne bat l'Iran par l'opération du Saint-Esprit. Ça marche pas comme ça. Les missiles, c'est si vous avez une opération coordonnée, centralisée. Là, pour l'instant, c'est une opération désespérée. Désespérée. C'est une opération désespérée sur le thème « Je suis en train de perdre la guerre et je ne veux pas la perdre ». Pour la perdre le moins mal possible, je vais pousser tout le monde dans ses retranchements en disant l'arme nucléaire pour la 712e fois, une arme nucléaire tactique pour la 42e fois, ou je vais lancer tout ce que j'ai en stock parce que je suis en train de tout perdre. C'est la première fois que je vous entends dire ça, Alain Bauer. Opération désespérée. Là, il est en train d'intégrer Vladimir Poutine qu'il est en train de perdre cette guerre. Oui, enfin, il veut la perdre la moins mal possible. Parce qu'il sait que s'il la perd, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Il se perd. Mais vous savez, je partage absolument cette opinion d'Alain, parce que, regardez, restons très cyniques, puisque vous parlez d'arsenaux, de missiles, etc. Il y a eu 22 morts la nuit dernière, plus une centaine de blessés. Vous savez, le coût de l'opération de la nuit dernière, c'est 300 millions de dollars. 300 millions de dollars pour tuer 20 personnes. Alors, en fait, militairement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et les Russes continuent comme ça. Mais le fait aussi, c'est que tous les services de renseignement disent maintenant que les missiles qu'ils envoient, parce qu'après c'est analysé, vous savez, ils ont des débris, et ils disent c'est quasiment produit le mois dernier. Ça veut dire ils ont plus cet énorme stock qu'ils avaient, le stock soviétique. Ils ont plus l'artillerie que les Coréens du Nord leur ont donné. Parce que l'artillerie actuellement, ça joue plus sur le front. Il y a que les drones qui sont sur le front. Soit 80% des pertes qui sont sur les drones. Non, il reste. Les Russes sont principalement tués par des drones. Voilà. Ils ne sont pas tués par des fantassins, par des soldats. Ils sont tués par des drones. Donc c'est une opération désespérée, Alain Bauer. Je reprends vos mots, qui a été lancée la nuit dernière. Mais qu'est-ce que ça annonce du coup? Désespéré. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens se révèlent de plus en plus efficaces ou parce que les Russes ont de plus en plus de problèmes humains, problèmes militaires? Comment interpréter? L'un va avec l'autre. C'est parce que les Ukrainiens sont de plus en plus efficaces qu'ils tapent dans la vie quotidienne
des Russes sans atteindre des cibles civiles, ce qui est la grande différence avec ce que font les Russes, malheureusement, contre les cibles ukrainiennes aujourd'hui, que la plupart des usines de production, la plupart des centres de recherche et de développement, y compris sur les drones et les équipements militaires, la plupart des raffineries, la plupart des équipements, y compris de télécommunications, sont détruits par des drones qui vont de plus en plus loin, qui tapent de plus en plus fort, y compris en face des moscovites qui voient leur principale raffinerie brûlée. Ou du Forum international de Saint-Pétersbourg. Et puis, qu'il semblerait que, par anticipation, un certain nombre d'équipements symboliques de la puissance russe soit évacués, soit détruits par anticipation, donc sous réserve de vérification, parce que comme toujours, il faut toujours vérifier, mais il semble que nous soyons véritablement là dans un moment où le président russe, qui explique en même temps qu'il faut trouver les moyens de négocier et qu'on ira jusqu'au bout de la fin du monde, sont là. Et il y avait une très belle présentation hier sur la télé de la propagande officielle, la chaîne 1, c'est ça, où il y en a un qui dit « Non mais vous vous rendez compte qu'on est en train de perdre ». Ce à quoi le présentateur, Soloviev, c'est ça je crois, oui, tout à fait. Ouais. Dit « Oui, mais à ce moment-là, il faudra tout détruire pour que ça se voit pas trop ». Ben, je trouvais que c'était une expression d'une lucidité et d'une honnêteté étonnante. Hein, le propagandiste est un peu étonnant par moment, mais oui, qui fait croire. C'est étonnant que même le propagandiste en vienne à dire ça. La séquence complète, vous avez un monsieur qui dit non mais là ça va pas bien du tout, et l'autre qui regarde comme ça en marmonne et dit oui bon va falloir tout détruire. Sous-entendu, bon bah comme ça va pas du tout, on n'a pas d'autre option que. C'est pour ça que je dis qu'on est passé de l'escalade pour la désescalade, qui laissait toujours un espace à la négociation, à l'escalade pour l'escalade, parce qu'il ne voit pas la sortie de son truc, et qu'en fait une partie de ce qu'il a dit la dernière fois est un nouvel appel à l'aide à Trump qui boude, puisqu'il dit tu n'as pas voulu mon encourage, tu es un loser. Zelensky est un winner, ce qui est le grand renversement de la période. Et donc le problème de Vladimir Poutine, c'est de trouver quelqu'un qui soit assez gentil pour venir faire un sauvetage en disant bon, on va trouver un accord. Peut-être qu'on pourrait remettre Anchorage sur la table, c'est-à-dire on reneutralise. Mais à qui parle-t-il en ce moment, Vladimir Poutine? Ah bah personne. Il nous lance des messages à nous. À nous, il nous parle à nous. Parce que ce qu'il nous dit en substance, et ce que résumait Alain Bauer, c'est donnez-la moi ou je casse tout, y compris vous. L'étape, le langage qui nous est destiné, ça va être à nouveau d'exhiber du matériel militaire très très impressionnant, des navires de guerre qui vont nous faire peur, de tirer des missiles, et sans doute cette rhétorique nucléaire à laquelle nous sommes désormais habitués, même si on ne peut pas se payer le luxe de ne pas y répondre, de ne pas en tenir compte. Donc ça, c'est pour nous. Et puis, par ailleurs, il nous dit, non pas pour nous impressionner, mais pour impressionner les Ukrainiens, et je vais détruire toute l'Ukraine. Parce que jusque-là, c'est vrai, ce n'est pas une guerre totale. C'est une guerre d'intimidation très brutale, absolument illégale, mais ce n'est pas une guerre totale. Une guerre d'intimidation avec quand même des pertes humaines très importantes. On a ces chiffres qui ont été donnés aujourd'hui par le Center for Strategic and International Studies. 1,4 million côté russe, donc 400 à 4500 soldats russes qui sont tués sur le champ de bataille, avec un ratio de pertes russo-ukrainiennes qui au début se situait à entre 2 à 3 pertes russes pour une perte ukrainienne. Mais ce ratio, dit toujours ce même centre, a très probablement atteint près de 8 contre 1 au cours du premier semestre. Ce qui était l'objectif, car lors de la première réunion que nous avons eue ici, et je crois que nous étions là, on a dit que l'écart devait être supérieur à 4 pour que la différence démographique ukraino-russe et la différence démographique sur le terrain, comptant le 1 million de jeunes Russes qui avaient fui avec la bénédiction de Vladimir Poutine, du genre va voir ailleurs si j'y suis. Puisque de toute façon, il était opposé au projet. Et les Ukrainiens qui eux-mêmes étaient partis puis avaient été revenus se battre, etc., était qu'il fallait que les Ukrainiens éliminent 4 Russes pour retrouver l'équilibre de la guerre. Non seulement cet équilibre est atteint, mais il est dépassé. Et cet élément fait partie de la problématique russe, parce qu'eux, ils ont les vrais chiffres de ce qui se passe vraiment. Alain Bauer, comment expliquer, pardon, c'est les drones. Et les robots.
Et les oui, robots enfin, aussi. les drones et la robotisation qui vont avec. Ouais. Puis il y a quand même des soldats russes qui se sont rendus à des robots sur le champ de bataille. Il faut quand même envisager ça, des robots qui sont pas du tout humanoïdes, qui ressemblent à des grandes roues qui se déploient. Et donc, il y a quand même eu des soldats russes qui ont rendu les armes à ces robots. Pardon, mais c'est quand même frappant. On a le sentiment qu'en ce moment, les Ukrainiens sont en train d'atteindre tous leurs objectifs militaires. Tout ce qu'ils... Faut pas exagérer. Hein, non, mais je veux dire, vous savez, la bataille est rude. Hein. C'est très mesuré, les Ukrainiens. Leur stratégie est quand même très efficace en ce moment, Alain Bauer. Parce que décentralisation, innovation, R&D, débureaucratisation, allez-y sur le terrain, faites au mieux. La plupart des innovateurs militaires sont des gens qui n'ont aucune culture militaire, mais une culture d'ingénieurs, parfois de penseurs. Il y a même un poète qui dirige une des principales unités de développement de robots à Dnipro. C'est-à-dire, faut voir ce que c'est. C'est un peuple en armes. Voilà, c'est un peuple en armes où toutes les compétences ont été réunies pour dire faites ce que vous voulez pourvu que ça marche. Au cours de cet entretien, Alan Bauer a livré une analyse approfondie de la situation militaire et géopolitique. Selon lui, le conflit est entré dans une nouvelle phase. Après plusieurs années de combat, les stratégies évoluent constamment et les opérations militaires deviennent de plus en plus complexes. Chaque camp tente d'adapter ses méthodes afin de prendre l'avantage, ce qui rend l'issue de cette guerre encore plus difficile à prévoir. Il explique que la Russie cherche à maintenir une pression permanente sur les forces ukrainiennes. Cette stratégie consiste à multiplier les offensives afin d'user progressivement les capacités militaires de l'Ukraine, mais aussi à exercer une pression psychologique sur les autorités et la population. L'objectif n'est pas seulement de conquérir de nouveaux territoires, mais également d'affaiblir la capacité de résistance de l'adversaire sur le long terme. Alain Bauer rappelle également que les ambitions de Moscou dépassent largement le simple cadre militaire. Derrière les opérations menées sur le terrain se cache une stratégie politique beaucoup plus vaste. En poursuivant ses offensives, la Russie cherche aussi à peser sur les négociations internationales, à tester la solidité des alliances occidentales et à démontrer qu'elle conserve une importante capacité d'action malgré les sanctions économiques imposées depuis le début du conflit. Face à cette situation, l'Ukraine continue de faire face à des défis considérables. Son armée doit défendre un front extrêmement étendu tout en préservant ses ressources humaines et matérielles. Les besoins en équipement militaire, en systèmes de défense aérienne, en munitions et en soutien logistique restent immenses. Pour Alain Bauer, la capacité de l'Ukraine à poursuivre ses opérations dépend en grande partie de l'aide apportée par les pays occidentaux. Sans ce soutien militaire, financier et diplomatique, la situation pourrait rapidement devenir beaucoup plus difficile sur le terrain. L'entretien s'est également intéressé au rôle des États-Unis et des pays européens. Depuis le début de la guerre, les alliés de Kiev apportent un soutien important, mais ils doivent également composer avec leurs propres contraintes économiques, budgétaires et politiques. Alain Bauer souligne que l'un des principaux défis consiste désormais à préserver l'unité entre les partenaires occidentaux. Cette solidarité constitue un élément essentiel de l'équilibre stratégique actuel et pourrait avoir une influence déterminante sur l'évolution du conflit. Il évoque ensuite les risques d'une escalade. Même si aucun acteur ne semble souhaiter une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, chaque nouvelle offensive augmente les tensions internationales. Une erreur d'appréciation, un incident militaire ou une mauvaise interprétation pourraient entraîner des conséquences beaucoup plus graves. C'est pourquoi Alain Bauer insiste sur l'importance de maintenir un dialogue diplomatique, même dans un contexte aussi tendu. Selon lui, la maîtrise de l'escalade reste l'un des enjeux majeurs des prochains mois. Au-delà des combats, Alain Bauer rappelle que les conflits modernes ne se déroulent plus uniquement sur les champs de bataille. Les cyberattaques, les opérations de renseignement, les campagnes de désinformation et la guerre de l'information jouent désormais un rôle essentiel. Les États doivent donc adapter leurs capacités de défense afin de répondre à ces nouvelles formes de menaces, qui peuvent parfois produire autant d'effets que les affrontements militaires traditionnels. Enfin, Alain Bauer souligne que les conséquences de cette guerre dépassent largement les frontières de l'Ukraine. Les questions de sécurité, d'énergie, d'économie et de défense concernent désormais l'ensemble du continent européen. Les décisions prises aujourd'hui auront probablement des répercussions pendant de nombreuses années et contribueront à redéfinir les équilibres géopolitiques mondiaux. Cette intervention sur BFM TV rappelle ainsi que, malgré les années de conflit, la guerre en Ukraine reste loin d'avoir trouvé une issue. Les nouvelles offensives russes témoignent de la persistance des tensions et montrent que chaque évolution sur le terrain peut avoir des conséquences diplomatiques,
militaire et économique majeur. Les prochains mois seront donc déterminants, aussi bien pour l'Ukraine que pour l'Europe et la stabilité internationale.